Je vous remercie d'être là. Je suis Justin Hendricks, je suis responsable de NYC Lab. Je dirais que arrêtez-moi à tout moment. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, moi je vais vous parler un petit peu de ce que nous faisons à NYC Media Lab, où je pense que la VR et l'AR vont évoluer. J'aimerais parler un petit peu du lien qui arrive très rapidement entre la VR et l'AR, et d'une part, et la science des données, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage par les machines, etc., le machine learning, etc. Donc moi je viens du monde des médias, ça fait très longtemps que j'y suis, d'abord en tant qu'économiste, où je travaillais, j'avais plusieurs rôles différents, je n'ai jamais été que journaliste en fait, et il y a quelques années j'ai commencé à me plonger dans la technologie, à l'étudier et à comment commercialiser cette technologie, et j'ai commencé à travailler pour NYC Media Lab, qui est en fait un projet de la ville de New York, dont le but est de réunir toutes les universités de New York et toutes les sociétés de médias. Je vais vous en dire quelques mots dans quelques minutes. Est-ce que quelqu'un reconnaît une de ces deux photos sur l'écran? Est-ce que vous connaissez? Non? Alors, à gauche, en fait, c'est un homme qui s'appelle Ivan Sutherland. Il fait une démonstration sur un objet qui est le premier assemblage en fait, de casques qui projette une réalité virtuelle. Vous avez une idée de l'année? Oui, 1955. Oui, j'entends. C'était 1965 en fait. Ivan Sullivan, à ce moment, était à l'université de l'Utah et il avait publié une thèse sur ce produit. À droite, est-ce que vous voyez ce que c'est que cette vidéo? C'est 1936, ça fait 1968, c'est une démonstration qui s'appelait la mère de toutes les démonstrations. Dans l'histoire des computers, il y a eu un moment unique où il a fait en fait la démonstration que toutes les technologies qui sont importantes pour nous aujourd'hui, avec l'interaction sur l'écran, le lien hypertexte, etc., tout un tas de ce type de fonctionnalités. La souris également, c'était une de ses inventions à l'époque. Et ces technologies qui ont changé la science des ordinateurs, la manière dont nous pensons interagir avec des machines et avec de l'information, ces modes de pensée existent depuis longtemps, depuis des décennies en fait. Et certains des gestes que nous faisons aujourd'hui nous paraissent nouveaux, mais en fait ces deux photos vous montrent que l'humanité joue avec ces concepts depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Dans cette photo ici à gauche, il y avait 3 ou 4 pixels, je crois, dans cette démonstration. C'était vraiment une capacité qui était très limitée. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça prenait beaucoup d'efforts et d'imagination pour réunir un nombre aussi petit de pixels dans ce dispositif. On a presque peur qu'il s'électrocute d'ailleurs. Tout ça est venu du travail académique de chercheurs. Et donc l'idée derrière NYC Media Lab, c'est qu'il faudrait qu'on fasse plus attention aux travaux des universités et à construire des relations entre les universités. Donc vous voyez que ce Media Lab que je gère fait partie de la ville de New York, et la ville participe et essaie d'encourager les innovations. Je travaille avec des étudiants et des chercheurs de toutes les universités de New York, Columbia, NYU, SBA et Pratt. Nous travaillons avec des ingénieurs, avec des informaticiens pour découvrir les nouvelles technologies des médias. Nous faisons ça en collaboration avec les plus grosses sociétés américaines, qui sont des sociétés de publicité, qui sont des sociétés de communication, pour travailler avec les étudiants et les professeurs
pour explorer les nouveaux développements. Il y a quelques des programmes. Vous savez tous certainement, je n'ai pas obligé d'expliquer à une conférence VR qu'on est au cœur d'une transformation technologique. Nous avons déjà passé les années 80 et 90 avec l'arrivée du web et de l'ordinateur portable. Il y a également des changements dans le téléphone portable, la manière dont nous consommons de l'information, la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Et maintenant, il y a un nouvel ensemble de tendances. L'une d'entre elles est liée au fait que le média, en fait, c'est des données. Et nous collectionnons les médias avec des capteurs ou en créant des textes qu'on met sur des papiers physiques ou sur d'autres supports. Nous apprenons aux ordinateurs comment consommer, utiliser, exploiter ces informations. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. L'ordinateur sait mieux lire que écouter ou regarder. Et ça a des implications très profondes sur les médias. La deuxième tendance importante, c'est la transition sur les interfaces, la manière dont nous récoltons des informations et l'idée que ça devient en fait notre environnement. Les données forment notre environnement en 2 dimensions, en 3 dimensions, que ça soit virtuel ou augmenté, ou avec des interfaces voix ou des projections, ou une variété, mais une combinaison de ces technologies. Donc si vous prenez ces 2 tendances, l'idée que les médias sont des données et que les médias forment notre environnement, ça crée tout un nouveau monde de découvertes pour communiquer les uns avec les autres, pour écrire des histoires, pour partager de l'information, pour les business, pour nos gouvernements et certainement également pour le monde de l'industrie du spectacle. Le changement du consommateur change également. J'espérais voir un petit peu moins de cette obsession pour le téléphone à Paris que ce que je peux voir à New York. Mais j'observe que c'est exactement la même chose, les gens qui marchent dans la rue en regardant leur téléphone. Nous savons que cette expérience des médias que nous avons change la manière dont nous nous comportons, dont nous interagissons les uns avec les autres et avec les outils qui nous entourent. Et je pense que ça ne va pas arrêter de changer dans les années qui viennent. Évidemment, ça change l'économie des médias, de la publicité, des films, de l'architecture. Tous les métiers qui sont représentés dans cette pièce aujourd'hui. Et je pense que ça change surtout beaucoup l'économie dans le sens où de nombreux business et dans la manière où ça impacte la manière dont de nombreuses sociétés opèrent et fonctionnent. Donc, vous voyez que ça, c'est la manière dont ces sociétés gèrent l'information. Si vous regardez une espèce de tendance, d'évolution des tendances sur le temps, à chaque moment et à chaque point d'inflexion, il y a eu beaucoup de valeur qui a été créée et beaucoup de valeur qui a été détruite. De nombreux changements ont été faits sur la personne qui est responsable de ces changements et la manière dont ils interagissent avec nous. Là, on est dans la dernière phase, enfin pas dans la dernière, mais dans cette phase, la dernière phase sur l'écran, qui est en fait une phase de transition. Et on voit de nombreuses opportunités qui sont créées, ainsi que de nouvelles dynamiques. Et il faudra qu'on arrive à comprendre comment on va travailler avec tout ça, pour le meilleur ou pour le pire, et on en parlera plus tard. Donc, nous pensons que c'est l'époque de faire des expériences. C'est pour ça que nous sommes là, à cette conférence. On essaie d'encourager les expériences et on fait des partenariats avec des doctorants qui sont
travaillons avec des technologies, la plupart des sociétés avec lesquelles nous travaillons. À New York, on essaie de développer une communauté de pratiques, comme on fait une communauté autour de cette conférence ici pendant ces 2 jours, de créer un groupe de personnes qui sont vraiment concentrées sur le développement de comprendre quels sont les avantages de ces nouvelles technologies. Donc pour nous, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'AVR et de l'AR, du centre que nous développons pour le VR et AR. La prochaine fois que vous venez à New York, quand nous serons complètement opérationnels, et l'idée c'est de construire un nouveau laboratoire qui va se concentrer sur le développement de ces technologies sur la base navale de Brooklyn. Si vous connaissez un peu Brooklyn, il y a une ancienne installation qui était utilisée par la marine pour construire leurs navires pendant la Seconde Guerre mondiale et avant. Maintenant, cet espace a été transformé en un espèce de pôle d'innovation où il y a des activités R&D et d'autres types de recherche. Nous faisons également, nous avons refait ce que nous appelons le bâtiment 22. Nous aurons donc un large espace. J'espère que vous viendrez nous voir quand vous viendrez à New York et me voir moi, et je me ferai un plaisir de vous montrer les projets sur lesquels nous travaillons. En général, nous allons essayer d'avoir beaucoup de startups, d'encourager la formation de startups. Nous espérons en avoir 60, une soixantaine. Elles sont toutes concentrées sur l'AR et la VR. Elles vont travailler avec des grandes sociétés qui veulent évidemment faire des projets prototypes et répondre à des questions sur la manière de comment faire de la valeur ajoutée avec ces technologies. Nous pensons que les sociétés de médias et du spectacle vont également essayer de faire de la valeur avec l'AR et la VR, mais pas seulement. D'autres sociétés qui ne sont pas dans ce domaine sont intéressées par ce projet. Ils veulent également peut-être espérer que l'AR et la VR vont créer des opportunités pour l'industrie dans des domaines qui sont autres que, donc encore une fois, que l'industrie du spectacle et du divertissement. Nous allons également essayer de créer une équipe basée à New York pour faire de l'AR et de la VR et faire des programmes pour former des gens dans les différents logiciels que vous connaissez ou des technologies qui sont C++ et Java, etc., qui sont nécessaires pour créer de la VR et de l'AR. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour aider les gens, en fait, également aussi à penser à la dynamique du type de changement que ces technologies AR et VR vont apporter. Donc, ça sont les types de questions qu'on va se poser sur la transformation numérique qui vient de ces technologies. Nous allons également nous concentrer sur le fait de pouvoir offrir ces technologies à tous les New-Yorkais. Donc il y a clairement une vision de travailler avec les écoles, de travailler avec des groupes communautaires et d'autres types d'institutions qui devraient améliorer l'imagination de tous les New-Yorkais. Donc, si vous venez de Paris ou d'ailleurs, je serais très content de vous parler, de faire pourquoi pas des partenariats internationaux et également de savoir comment vous pouvez créer un hub pour l'AR et la VR partout dans le monde. Je pense que Paris est clairement un des épicentres de cette nouvelle pensée. Et Taipei aussi en fait partie. Il y a beaucoup d'imagination et d'idées qui partent de ces villes. Donc je pense qu'il y a une communauté mondiale qui est vraiment en train de se former sur ces technologies. Alors, quelques de nos événements, j'espère que vous venez nous voir. Donc, on a eu un grand événement qui s'appelle Explorer la réalité future. Ça va se tenir en novembre. En général, il y a des dizaines et des dizaines de démonstrations de projets AR et VR et des discussions également qui s'en suivent sur ces technologies. Donc, je vous encourage vivement à venir à New York à cette époque. Et vous pourrez y participer. Vous pouvez voir ça sur notre site web. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de développer la VR avec des prototypes
on essaie de faire travailler des gens sur cette technologie et d'explorer ce qui est possible de faire. Donc ça, c'est vraiment une de nos activités principales d'encourager l'expérimentation sur l'AR et la VR. On fait également de l'accélération de start-up. Mais alors pour ce qui est sur les prototypes, en fait, il s'agit de faire des choses de manière la plus rapide et la plus économique possible. L'AR et la VR, pendant très longtemps, c'était difficile de faire des prototypes parce que il fallait vraiment être un expert en graphique logiciel. Maintenant, on a des équipes qui viennent avec un concept et qui ont des prototypes d'assez bonne qualité et qui arrivent à le faire en quelques semaines, ce qui est vraiment un changement radical de la technologie, à la fois des logiciels et des équipements qui permettent à des gens qui n'ont pas une expérience folle de faire des prototypes très rapidement. Donc, ça, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de très important. Et j'espère que ces technologies vont rapidement se propager et seront diffusées. Évidemment, il y a des gens qui sont toujours un peu sceptiques sur l'AR et la VR. Moi, je pense que la quantité d'innovation et la variété d'applications qu'on voit à l'heure actuelle, qui sont faites par des gens qui sont capables de faire ces prototypes très rapidement, m'ont indiqué que ça ne va pas prendre longtemps avant que ces technologies décollent réellement. Donc on essaie de voir ce qui est possible à faire avec ces technologies. On donne aux étudiants en troisième cycle avec qui on travaille la possibilité de faire des expériences avec ces technologies. Je ne vais pas vous montrer trop de VR parce que le regarder sur un écran comme ça, c'est un peu frustrant. Il y en a suffisamment autour de vous ailleurs dans ce lieu pour que vous puissiez aller le voir. Mais c'est en fait, l'idée c'est de permettre aux gens de construire quelque chose très rapidement. On s'est concentré sur la réalité augmentée. Je suis sûre que certains d'entre vous ont eu l'occasion de jouer avec des kits AR. De nombreux de nos étudiants explorent ces technologies. C'est assez extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire très rapidement. On est en train de faire quelques projets en utilisant New York City, la ville de New York, comme un campus en fait pour développer l'AR et la VR. On cherche des opportunités pour utiliser New York comme un banc de test expérimental. Aujourd'hui, un des projets dont je voulais vous parler avant de conclure se concentre sur cette île. Est-ce que quelqu'un connaît cette île? Oui, vous connaissez, vous êtes new-yorkais, c'est le Governor's Island, l'île du gouverneur. C'est en fait un espèce de roc qui est au milieu du port, qui est à 10 minutes de ferry, de l'autre côté de Brooklyn. Et c'était un territoire qui était assez peu utilisé. C'était une installation qui servait aux gardes côtiers, en fait, et ça a été transformé en parc par la ville. Et une des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec une équipe, encore une fois, d'étudiants en doctorat qui vont faire des applications d'augmentée réalité pour raconter l'histoire de Governor's Island par l'histoire et par l'installation physique du lieu. Et la semaine prochaine, nous allons faire des démonstrations de 5 nouvelles applications d'AR pour raconter l'histoire de l'île de manière différente, soit en regardant la ville depuis ce point-là, soit en étudiant la géographie propre de l'île, soit l'histoire des Indiens qui étaient les premiers habitants de l'île, parce que la Governor's Island est l'un des lieux que nous utilisons pour développer ce type d'expérience d'ailleurs. Également, on voit beaucoup de choses qui sont faites dans l'histoire de l'AR. C'est un espèce d'impression qu'on utilise l'AR
pour condenser l'expérience du passé dans celle du présent. Ça, c'est un projet d'une équipe d'étudiants en journalisme qui ont travaillé sur des archives de photos du New York Times qui remontent au siècle dernier et qui essaient d'extraire cette information et de la mettre dans des lieux géographiques qui peuvent être découverts donc, par un utilisateur qui, par exemple, se promènerait dans un quartier de New York et qui pourrait donc revoir l'histoire de la ville par ces archives qui sont donc intégrées dans cette technologie. Donc ça, c'est un autre exemple de projet d'histoire. Nous en avons d'autres dans les tuyaux. Un des plus intéressants que je vous encourage vivement à regarder, et vous pouvez le trouver sur le web, il s'appelle Appeler la foudre. Il a été fait par un étudiant d'une école d'art visuel. Il a voulu recréer l'expérience sonique, l'expérience acoustique de ce que ça peut être d'être à Manhattan avant que les colons et les personnes qui l'ont découvert y arrivent. Donc tout le monde, des philanthropes, des entomologues ont voulu recréer l'atmosphère acoustique sur l'île de Manhattan avant que les Blancs arrivent en fait, et créer cette expérience où on utilise un environnement de réalité virtuelle combiné avec une expérience sonique très sophistiquée pour provoquer cette espèce de méditation sur l'île de Manhattan. Alors, son expérience portait surtout sur l'utilisation du son dans la réalité virtuelle plutôt que du visuel. Et ça permet vraiment de regarder l'histoire de manière complètement différente. Alors, hier, à une table ronde, ici, où on a parlé du cloud, de l'AR et de l'environnement des informations qui seront placées dans la géographie d'où proviennent ces informations. C'est quelque chose qui sera permis avec les réseaux sans fil. Nous pensons que pour l'instant, c'est pour amener de l'information dans le monde, mais cette information va également, si on utilise la métaphore du cloud, on pourra y avoir accès et on pourra interagir avec cette information quand on sera dans un emplacement qui n'est pas forcément visible. Ça permet d'imaginer de traverser des couches d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les narratifs et l'interaction? On est appuyé par le bureau du maire de New York et il voit que l'AR et la VR va permettre à de nombreuses startups de se développer. Et une des choses les plus intéressantes, c'est qu'on voit tout un type d'applications différentes que les gens expérimentent. Et ça a à voir avec cette interaction entre les médias et l'environnement. Il y a une société qui s'appelle Geopipe, c'est une société avec laquelle on travaille et qui est l'équipe le département de mathématiques de NYU, où ils ont une visualisation 3D de la ville et ils prennent des informations de satellites, de cartes, de photos et ils partagent tout ça, ils mixent tout ça dans un logiciel qui permet de générer soit une carte interactive de la ville, soit une vision artificielle de la ville. Et ça, ils peuvent le faire très rapidement avec cette application. Donc, ça permet également de comprendre l'architecture de la ville et de créer un environnement en 3D. Nous travaillons également avec ce qui s'appelle Semblance, à l'école d'ingénieurs de NYU, qui travaille sur la manière de trier de la 3D sur des mobiles, donc d'attraper des modèles 3D et de les appliquer sur des dispositifs, sur des téléphones mobiles.
Donc c'est difficile à faire, en particulier avec l'arrivée de la 4G. Donc ça, c'est une société qui, en fait, fait des simulations de train pour la police, en fait, et pour augmenter le nombre de formations pour la police et pour donc renforcer l'interaction de la police avec la population. Je suis sûre que vous savez que nous avons un problème avec la police à l'heure actuelle. Donc on essaie de créer une interaction entre la police et la population qui est plus saine afin de leur proposer plus de formations. En médecine, nous sommes très actifs aussi dans ce domaine. Il y a une société qui s'appelle VASA qui utilise la réalité augmentée pour former des chirurgiens qui opèrent sur le cœur et sur les veines. Et avec cette visualisation en 3D, ils sont plus capables donc de faire leurs opérations en visualisant ces modèles 3D. Et ça leur permet donc de changer leur vue de l'anatomie d'un patient dans la salle d'opération. D'autres sociétés sont en train de développer des outils en termes d'architecture et d'infrastructure. C'est une société qui s'appelle Aculis qui fait le même type de choses. Ce sont des sociétés que nous avons pris en quelque sorte de l'université. Nous leur avons fait faire un processus, nous avons commercialisé en fait afin qu'elles puissent démarrer. Ce qui est le plus intéressant, et c'est là où je vais conclure, c'est que cette intersection entre la VR et la R, si vous retenez, s'il y a quelque chose à retenir de ce que j'ai dit, c'est d'abord faire très attention à ce qui se passe dans vos universités, mais c'est également cette intersection dont j'ai déjà parlé. Est-ce que certains d'entre vous ont ce type d'engin? Non, ce sont des outils qui sont beaucoup plus courants de nos jours dans les maisons. Et c'est vraiment la nouvelle couche d'interaction avec les médias et l'intelligence artificielle et les données. On voit l'arrivée de ce type de produits qui nous permettent d'interagir avec l'information, la commande vocale. Donc vous pouvez générer des expériences avec les médias. Et ce que vous allez voir, c'est que l'intelligence artificielle va jouer un rôle beaucoup plus important dans toutes les expériences de médias que vous allez avoir au cours des prochaines années. Et voici, donc ici, vous voyez, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de naître, qui se développent, qui développent du contenu avec de l'intelligence artificielle. Là, ce ne sont que quelques exemples, en fait. Vous voyez qu'il y a une des sociétés qui sont là, c'est Webbits. Si vous regardez juste au niveau graphique, vous avez Deep Dream Generator, DeepArt Prisma, sur le côté audio, c'est Amber. Ampere, c'est une société new-yorkaise qui est extraordinaire, qui peut générer du son et une instrumentation musicale. Vous pouvez avoir de nombreuses variables et avoir créé un morceau de musique rapidement et avoir donc un résultat tout à fait qualitatif. Du côté vidéo, vous voyez des vidéos qui sont générées spontanément comme Webbits, qui vous prenez un clip vidéo, vous le remettez dans le système, la machine reconnaîtra les éléments de la vidéo et générera un contenu basé sur la vidéo. Vous avez également en texte, côté texte, Narrative Science, donc ils sont capables d'incorporer une quantité de données et le transformer en texte qu'un humain peut lire. Aux États-Unis, aujourd'hui, beaucoup de ces rapports financiers que vous lisez sont générés en fait par des machines, par des outils de la santé. Et ça continue d'être comme ça. Donc vous voyez que cette combinaison, ça c'est vraiment la combinaison de l'AR et de la VR. Si vous imaginez le monde de demain
vous voyez qu'on pourra prendre des images, des sons, des photos, et nous serons capables de les manipuler basés sur le contexte. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu ces images. Ce sont des exemples de travail en deep learning où on prend une image, par exemple celle-là, vous voyez l'image de la route, et on la passe par des algorithmes de deep learning et on applique donc des filtres différents. Alors on va voir à quoi ça ressemble dans une journée de pluie et grise. Là-haut, vous voyez la neige, le sol, l'image d'hiver, l'image d'été. Donc vous partez d'une réalité et la machine vous génère des simulations différentes. Donc ça, vous avez vu, peut-être c'est construit par un chercheur à l'université. Là, comme ça, vous pouvez faire des gribouillages, des dessins. Et donc là, vous pouvez créer un chat. Actuellement, ce qui ressort, c'est un peu bizarre. Ça marche pas très bien, il y a du grain, mais la technologie va s'améliorer et ça va être possible de générer du contenu de façon automatique. Alors on peut utiliser ça pour plein de choses, donc pour faire des images composites. On prend des images, on prend ça, on fait un compositing et puis on crée un personnage qui n'existait pas avant. Donc ici à droite, c'est une composition des 6 derniers présidents des États-Unis. Regardez bien, vous allez voir différents aspects des images de chacun à droite. Et généralement, je ne parle pas de la pornographie, mais là, les deepfakes. Donc c'est un mécanisme dont on parle pas mal en ce moment, où les gens ils peuvent prendre des images de quelqu'un et avec quelque chose qui est disponible sur Reddit, et ils peuvent coller des visages d'actrices sur des vidéos pour avoir un résultat totalement différent. Là, je parle de ça parce que c'est tout simplement pour dire que ce sont des images qui sont des compositions, c'est tout à fait artificiel, mais c'est tout à fait convaincant. Et quand on pense ce qu'il y aura après, avec ces technologies, on peut très bien imaginer ce genre de technologie avec la recommandation, la personnalisation. On est dans la 2e génération, ensuite il y aura la 3e génération, la combinaison d'apprentissage machine, de l'économie, et puis la psychologie, la théorie du design, d'autres disciplines qui sont appliquées pour avoir vos contacts, vos émotions, vos sensibilités, pour créer une expérience pour vous, quelque chose qui soit tout à fait personnalisé et tout à fait conçu pour votre intérêt personnel. Donc ça va devenir très bizarre. Là, les démonstrations VR, AR, que vous allez voir ici, il y a une seule couche de ces technologies, uniquement l'interface. Mais après, quand vous allez essayer de voir ce genre d'expérience, vous n'allez pas voir tout simplement des personnages statiques, vous n'allez pas voir des individus particuliers, vous allez voir un mélange d'êtres humains qui sont là dans l'environnement et des circonstances multijoueurs et des personnages qui sont peut-être qu'on ne peut pas distinguer des autres. Des choses qui sont représentées par des compositions de personnes du monde réel ou des gens hyper réalistes qui ont été générés à travers des compositions d'autres individus du monde réel. Et cette expérience sera peut-être portée par vos données personnelles. Là, on parlait du regard, la réponse physiologique de la peau, des EEG, etc. Donc, on peut prendre ces données pour personnaliser ces expériences. Donc, il n'est pas difficile d'imaginer une réalité à venir
où ces trois tendances, personnalisation, recommandation, intelligence artificielle, apprentissage machine et la virtualité, la réalité virtuelle augmentée, là on peut créer cette expérience. Alors la fin de la réalité, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous ne savez pas. Bien sûr, on a des remords sur l'état de l'Internet. Est-ce que la société est plus saine ou moins saine? Il y a des questions sérieuses à poser. Ce qu'on essaie de faire à New York, c'est de voir ces technologies de façon critique. Il faut le faire, on imagine leurs implications. On essaie de pousser la technologie. On essaie d'imaginer ce qui est possible avec les meilleures applications. Et il faut imaginer aussi les pires. Et bien sûr, la lumière, ça commence ici. Ces outils, ça va nous aider à partager l'apprentissage ou s'améliorer en tant qu'espèce, ou est-ce qu'on va être dans un endroit beaucoup plus flou? J'espère que vous allez nous aider à aller vers le positif, mais ça va être un petit peu bordélique pour les années à venir, un peu pas très clair entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Des choses qui sont des choses produites dans le monde qui peuvent être tracées. On peut retracer pour trouver des faits ou des éléments qui sont artificiels ou réels. Mais je suis assez optimiste. C'est pour ça que je pense qu'il faut expérimenter et de voir jusqu'où on peut aller. Là, quand on regarde les deux exemples que je vous ai donnés au début, ce sont des idées qui existent depuis très longtemps. Et maintenant, beaucoup de gens peuvent faire des expériences avec ces concepts de la réalité, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Et c'est à nous d'imaginer ou d'emmener l'application, la mise en œuvre de cette technologie. Et j'espère qu'on le fera de façon éthique. Je vais m'arrêter là. Si vous venez à New York, venez me voir. Voilà mon adresse email, mon compte Twitter, si ça ne vous dérange pas d'avoir mes diatribes. Et nous avons notre newsletter. Et donc vous pouvez vous abonner à nycmedialab.org newsletters et puis aussi pour les séances de données. Je crois que j'ai le temps pour 2-3 questions. Et puis après, je dois aller à l'aéroport. Vous avez donc là, vous avez des problématiques par rapport à la propriété, la sécurité. Donc vous voulez pas quelque chose qui sorte sur le marché avec les élèves, avec les étudiants. Les étudiants, ils sont propriétaires de leur propriété intellectuelle, donc ils vont faire une licence quand on travaille avec d'autres. Donc nous avons créé des mécanismes pour gérer ces questions. La plupart du temps, quand on travaille avec des prototypes, voilà, il s'agit de faire sortir le travail, quoi. Pour des expériences VR, AR, il n'y a pas grand-chose dans la propriété intellectuelle sous-jacente que les gens veulent garder. Mais c'est pour faire avancer les choses. Mais vous faites les développements de logiciels? Mais là, je ne suis pas d'accord. Non, quand ils vont développer leur propre logiciel, ça leur appartient. Bonjour. Merci de cette présentation. Donc vous avez ce système de prototypage. La plupart des projets qu'on fait, c'est pour New York à l'université, mais là, il y aura notre centre pour encourager les gens de l'étranger qui peuvent proposer des projets. Donc je vous encourage à faire partie. Donc le New York, ça va commencer à la fin de l'année. Donc ce sont des choses qui viennent de sortir. On ne s'est même pas annoncé, donc on va utiliser le centre comme aimant pour attirer des gens de l'étranger.
Merci pour cette présentation. Donc nous, on explore l'idée de Media Lab, mais on veut voir jusqu'où on peut aller avec l'innovation. Les idées et pour des gens post-licence, etc. Est-ce que vous explorez la façon d'intégrer ces gens? Donc très souvent, c'est très intéressant. Donc similaire parce que c'est occidental. Ouais, c'est donc un niveau d'éducation, de technologie, etc. Oui, on peut en parler. Peut-être il y a moyen de créer un lien entre ce que vous faites. Jonathan Lejar, vous connaissez? Non. Lui, il était basé à Nairobi avant. Et maintenant, il est au PFL. Donc, ce serait intéressant d'en parler. Mais on peut en parler. Donc, envoyez-moi un mot. Quelqu'un d'autre? Il est important pour votre structure d'être dans un endroit situé et d'avoir un espace important, ou est-ce que vous pouvez avoir le même projet mais aller rencontrer les étudiants à la fac? Et je pense à ma structure en France. Là, on se pose la question depuis des années. Est-ce qu'on doit être situé à un endroit et attendre le talent, ou l'inverse? Alors, l'idée derrière le centre, c'est l'idée de hub et de rayon. Donc, si vous connaissez New York, vous savez que là, on n'est pas vraiment bien situé. Donc, l'espace qu'on développe là, il y aura des raisons d'y aller. On a les plafonds très hauts, on a du mocap, etc. Donc, aussi, on veut voir comment créer des nœuds dans d'autres universités, dans d'autres institutions qui n'auront pas accès à tout ça. Mais là, avoir une ville comme ça, on peut avoir plusieurs sites et on peut utiliser plein de choses. Donc on pense comme ça, mais il y a quelque chose de très spécial d'avoir un endroit où on peut se retrouver et on sait que les gens vont avoir une expertise technique, ils vont pouvoir résoudre des problèmes facilement. Donc créer cette communauté, cet endroit où vous pouvez aller. Et vous allez trouver des gens qui ont utilisé les derniers outils et qui ont résolu des problèmes et qui ont des moyens de trouver des solutions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais peut-être une petite question complémentaire. Parce que si vous avez un endroit, il faut le gérer. Ah oui, c'est cher, c'est cher. Et il faut plus de gens pour le gérer. Ça veut dire que vous avez moins de gens pour travailler sur la gestion du projet. Mais c'est ce qu'on fait au Media Lab. Quelqu'un d'autre là? Oui, donc il y a le labo. Mais quelle est l'étape suivante pour les étudiants? Quand j'avais des studios d'animation, il fallait trouver du talent. Ou un artiste. Ils envoyaient des bandes démos, on avait accès aux gens. Comment les étudiants trouvent-ils l'accès au reste du monde? J'ai dit au début, il y a des différentes sociétés, et ils travaillent avec nous parce qu'ils peuvent engager les étudiants. Donc ça, c'est les grands. Oui, il y a beaucoup de SMI, SME, des PMI, PME. Et donc, Framestore, que vous connaissez, ils ne sont pas énormes, mais un peu plus grands, mais pas de la taille de Viacom. Donc, ils vont chercher des talents en VR, AR, et ils vont les aider, nous, même moi,
je fais des adéquations de talents pour créer des opportunités. Donc envoyez-moi un email, j'en reçois plein. Donc laissez-moi du temps pour répondre, mais bon, quelqu'un d'autre? Non. Donc merci, je suis très content de pouvoir venir vous parler. J'espère que je vous ai donné l'occasion avec, il faut faire attention, avec ces technologies, ce sont des technologies très puissantes. Je parlais de ça avec Ed hier. On n'est pas au point où on sait que ce sera dans quelques années. Donc ils peuvent faire énormément de bien, mais il y a la possibilité, il y a le potentiel d'autre chose. Hein. Donc ça peut avoir un impact néfaste. On est vraiment aux prémices pour voir ce qu'on va faire avec ces technologies. Donc il faut continuer avec cette conversation à New York. Venez me voir.